Bonjour, monsieur le préfet, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, hier, ici même, Eliasser Manroufou, conseiller départemental de Mamoudzou 2, riverain du quartier Massimoni, à Cavani, alerté sur une situation qui perdure depuis 2 ans maintenant. Près de 200 personnes demandeurs d'asile dorment dehors avec toutes des familles, femmes et enfants, sans évidemment aucune condition sanitaire. Donc, ils font comme ils peuvent, avec tout ce que cela engendre. Et Eliasser Manroufou disait, l'État leur donne le droit de rester à Mayotte, qu'ils sortent de là. Qu'est-ce que vous répondez? Alors d'abord, l'État leur donne le droit parce que c'est le droit international et que la demande d'asile, c'est une responsabilité de la France. Les Africains de la zone des Grands Lacs qui aboutissent à Mayotte, par les circuits d'immigration clandestine empruntés par les passeurs et qu'on trompe sciemment, déposent une demande d'asile et ont droit pendant un certain temps à la protection. On a accéléré les examens de demande d'asile. Vous savez qu'on a installé une antenne de l'OFPRA, qu'on fait des audiences foraines avec l'OFPRA et la CNDA, ce qui nous permet d'étudier les demandes d'asile de façon beaucoup plus rapide, de rejeter les demandes d'asile. On a commencé à raccompagner des demandeurs d'asile à l'extérieur de Mayotte. On le fait depuis septembre avec la fin de la crise Covid pour les Malgaches et Madagascar. On l'a fait pour des premières personnes de nationalité congolaise. Vous avez vu qu'on l'a fait aussi pour les Sri Lankais. Voilà, ensuite, mais pour ces personnes, monsieur le préfet, l'État leur donne le droit d'être ici, mais il faut une condition digne aussi. Je viens de vous dire que ces gens déposaient une demande d'asile et que le droit international demande à la France de les prendre en charge. Il faut les prendre en charge dignement. On les prend en charge dignement. On a, vous le savez, par exemple, détruit la Maison des Africains à Koungou, dans laquelle on avait plusieurs dizaines de déboutés du droit d'asile. Mais sans solution, le problème il est là, c'est qu'on a oui, mais quand on a 200 personnes qui dorment dehors. Pardon. Les gens qui étaient exploités par des marchands de sommeil à la Maison des Africains, ils ont été hébergés provisoirement, soit dans l'attente d'une reconduite, soit dans l'attente de la prise en charge de leur demande d'asile, de leur étude de demande d'asile. Vous l'avez vu ces dernières semaines à Mamoudzou, on a mené plusieurs opérations d'évacuation de campements de ce type-là qui ont abouti à des hébergements de demandeurs africains. Mais du coup, ça ne répond pas à ma question. Je suis désolé de vous couper, mais quand est-ce que ces personnes sortiront de là? Alors, on a lancé sur ce secteur-là dont parle le conseiller départemental, les enquêtes sociales qui nous permettent de faire le point pour savoir si on a affaire à des déboutés, à des demandeurs d'asile. Là aussi, il faut être très précautionneux. Moi, je ne peux pas répondre à la demande des Mahorais qui souhaitent que ceux qui sont déboutés du droit d'asile quittent le territoire, ce que nous nous efforçons de faire, et en même temps ne pas prendre en compte ces considérations. Donc voilà, aujourd'hui, d'abord, on a des distributions de produits alimentaires, on a des prises en charge. Les riverains, ce qu'elles demandent aujourd'hui, c'est que ces personnes ne soient plus là, parce qu'évidemment, ces personnes ne vivent pas dans des conditions dignes, et évidemment, ces personnes, il l'a dit hier, ils font leurs besoins partout dans le quartier, et au niveau sanitaire aussi, c'est dangereux. Ouais, mais je comprends la colère des riverains, c'est pour ça que je le redis, depuis plusieurs semaines à Mamoudzou, vous avez vu qu'on a monté des opérations dans lesquelles on a retiré les campements quand on était en mesure de proposer des hébergements provisoires. Donc on procédera de la même façon sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution de relogement pour ces personnes? Non, c'est pas vrai. On a des solutions d'hébergement, elles ne sont pas immédiates. Elles se mettront peu à peu en place dans le temps en fonction de la situation des gens. Mais une nouvelle fois, ne me demandez pas de traiter les demandeurs d'asile ou les étrangers en situation irrégulière de la même façon. Les étrangers en situation irrégulière, ils ont vocation à repartir, pas à être hébergés. C'était pas ça ce qui était demandé. Mais face à l'afflux... Mais c'est ma réponse. Face à l'afflux de ces personnes, en 2018, on avait un peu plus de 800 demandeurs d'asile ici à Mayotte. L'année dernière, plus de 4300. Force de constater aujourd'hui l'inefficacité du coup de l'opération Shikandra, où en est aujourd'hui le démantèlement des réseaux des passeurs entre le continent africain, les Comores et Mayotte. Alors, d'abord, l'augmentation des demandeurs d'asile de 800 à 4000, elle est liée essentiellement à l'immigration comorienne. Aujourd'hui, 80% de la demande d'asile est une demande comorienne. Elle est rejetée à 100%, ou quasiment 100%, parce qu'en fait, il n'y a que sur les problématiques d'orientation sexuelle qu'éventuellement une protection peut être accordée. Pourquoi les Comoriens demandent-ils l'asile? Parce qu'ils ont compris qu'en étant demandeurs d'asile, ça retardait leur expulsion. Et donc, en réalité,
on a révélé on n'a pas révélé, l'immigration comorienne pour tenter de se protéger des départs, demande l'asile, Mais c'est rejeté. ma question, et ils c'était sur repartent. le démantèlement des réseaux. Aujourd'hui, Oui. ça en est où? Mais alors, sur le démantèlement des réseaux, l'année dernière, la justice a condamné plus de 200 passeurs, hein, qui sont, pour ceux qui ont eu des condamnations avec sursis et des interdictions du territoire français, immédiatement raccompagnés à Mayotte. Vous avez vu qu'on a détruit plus de 400 Kwassa à la rentrée aussi, qui sont le produit Mais des ça saisies. ne marche pas. Peut-être il faudrait... Si, ça marche. Pardonnez-moi, mais mais on a arrêté plus de 6700 personnes en mer l'année dernière, détruit 400 Kwassa. mais on a On toujours sait, autant de monde qui afflue vers Mayotte. on a toujours autant de monde, on en arrête de plus en plus, on en renvoie de plus en plus. Et c'est ça le démantèlement. Alors, il y a un travail de fond. Vous l'avez vu, on essaie de mettre l'accent aussi sur les filières de travail clandestin, on essaie de mettre l'accent sur les marchands de sommeil qui les accueillent, on essaie Et, de mettre l'accent aussi sur la destruction des bangas. C'est ça la lutte contre les et sur filières. la filière justement de travail clandestin, on voit ces demandeurs d'asile qui survivent comme ils peuvent, notamment Oui, en pratiquant le taxi-moto, une ouais. pratique illégale et pourtant bien existante ici aujourd'hui à Mayotte. Pourquoi n'arrive-t-on pas à démanteler ces réseaux? Parce que ces personnes, ces motos sont bien immatriculées au nom de quelqu'un, on les met bien à la disposition de ces personnes et c'est tout un réseau bien organisé. Pourquoi on n'arrive pas Alors à démanteler ça? vous avez vu qu'on a monté des opérations spécifiques là-dessus, dans lesquelles on a contrôlé les scooters, un certain nombre de fois confisqué des scooters, dans lesquels on a mis des amendes importantes, y compris aux propriétaires. Mais ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. La plupart du temps, les scooters ont été achetés, alors légalement, pas légalement, par des gens en situation irrégulière pour exercer ce type de métier. Pourquoi il n'y a pas Voilà. plus de contrôle? Parce qu'on les voit tous les jours, il suffit de Non, se mettre au pardonnez-moi, bord de mais la route. on a monté des contrôles quasiment depuis la rentrée et pendant la période de l'été sur les scooters quasiment 2 fois par semaine. Là aussi, la demande s'adapte, mais c'est un effort important. Enfin, tous les habitants de Mamoudzou savent qu'on fait des contrôles sur les taxis motos de façon importante quasiment toutes les semaines. J'aimerais bien qu'on parle de la question de l'insécurité. Hier encore, du côté de Koungou, des pompiers de Longoni ont été agressés à la machette lors d'une Ouais. intervention. Il y a aujourd'hui un véritable sentiment d'insécurité, Non, c'est pas un sentiment. Vous savez, d'impunité, pardon. c'est de l'insécurité. Hein. Il y a de l'insécurité à Mayotte, mais il y a surtout un sentiment d'impunité au niveau de ces délinquants Alors, qui entrent jusque dans les ambulances. Oui, mais vous savez, il faut que tout le monde comprenne que si les pompiers sont attaqués, c'est parce qu'ils portent un uniforme et qu'ils sont un des symboles de l'autorité de la France et de la République. Et qu'en fait, quand on s'attaque aux pompiers, c'est pas seulement... vous comprenez ce que je veux dire? C'est une volonté... C'est surtout qu'on n'arrive plus, du coup, à protéger ces uniformes aujourd'hui. Non, mais on n'arrive pas à les protéger parce qu'ils sont la cible des attaques. Si vous voulez, les bandes auxquelles on est confronté aujourd'hui, si elles veulent prospérer, retirer les enfants des écoles, continuer à vivre de rapine, et vous avez décrit la misère dans laquelle vivent un certain nombre de gens, elles ont besoin de s'attaquer à l'autorité. Pour être tranquilles, elles ont besoin que la police, les gendarmes ou l'éducation nationale... Pourquoi n'arrive-t-on pas à les arrêter? C'est Alors ça on ma les arrête. question aujourd'hui. Non, Pourquoi pardonnez-moi, on les arrête. Aujourd'hui, on a des taux d'élucidation qui sont plutôt bons. Vous le savez comme moi, sur un certain nombre d'affaires, il nous faut le temps de l'investigation, mais on arrête les gens. On arrête et le procureur les fait condamner avec une politique pénale qui est sérieuse. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on l'explique, ça. Et je continue sur cet aspect-là, sur les caillasseurs, Oui. parce qu'on parle de caillassage et ça coûte très cher aux transporteurs. Oui. Depuis un an, les réparations liées au caillassage ont coûté 250 000 euros. Aujourd'hui, les départements sollicitent l'État et l'Europe pour la sécurisation des véhicules. À hauteur de combien l'État est prêt à aider les transporteurs aujourd'hui? Mais l'État aide au quotidien, d'abord en assurant la sécurité. Vous savez que même si on a des discussions sur les stats, la façon dont ça se passe, on travaille de façon très régulière avec les transporteurs sur la prise en charge de ces violences et de ces délinquances. Et donc l'État, lui, fait sa part de travail. Mais financièrement, est-ce que l'État est prêt aujourd'hui à aider ces transporteurs? Ah oui, alors à les aider sur le plan de l'économie. Et ça, c'est des discussions qu'on a avec le MEDEF
MEDEF, avec les Et transporteurs. pour la sécurisation, le blindage des pare-brises notamment comment ça fait partie. Le blindage des pare-brises, c'est une responsabilité de l'organisateur de mobilité, c'est-à-dire du conseil départemental. Si vous voulez, c'est comme les adultes dans les bus. Moi, je mets des policiers ou des gendarmes sur les routes avec des patrouilles dynamiques, on disperse, on enlève les barrages. Mais mettre un adulte qui fait de la prévention dans les bus, c'est de la responsabilité du conseil départemental. Est-ce que le problème n'est pas justement qu'on fait que de la dispersion? Est-ce qu'il ne faudrait pas des enquêtes plus poussées pour les arrêter? Mais on les fait. Je viens de vous dire qu'on a des taux d'élucidation qui sont bons. Sur les affaires importantes, et vous le savez, sur un certain nombre d'affaires d'homicide, de violence, les gens sont arrêtés et les gens sont condamnés. Sur le caillassage, c'est un sujet un peu différent. Moi, nous mettons en permanence des patrouilles sur les routes. On lève les barrages le plus vite qu'on peut. Après, je ne peux pas empêcher 3 jeunes de descendre d'un banga, d'agresser un scooteriste ou de tenter de mettre un barrage. Ce que je peux garantir, c'est que la présence, et tout le monde me dit que ça fonctionne, c'est que la présence de la police ou de la gendarmerie dans le secteur va permettre d'éviter que le barrage perdure et que d'autres personnes soient attaquées. Et après, une nouvelle fois, oui, on a un certain nombre de résultats et de bons résultats. Monsieur le préfet, où en est aujourd'hui le projet de centre éducatif fermé des 4 brigades de gendarmerie annoncé par le ministre? A-t-on déjà une idée des communes concernées? Alors, sur le centre éducatif fermé, qui est un pan du projet du ministre du garde des Sceaux, vous savez, quand le garde des Sceaux est venu, il a annoncé une 2e prison, un centre de semi-liberté et un centtre éducatif fermé. C'est des annonces. Maintenant, on attend concrètement où est-ce que ça se fera, quand? Non, mais c'est pas des annonces. Vous comme moi, on sait que à un moment donné, il faut dire qu'on va construire une 2e prison pour qu'un jour elle se réalise. Parce que d'abord, si on ne fait pas l'annonce, elle n'y arrive pas. Et c'est le jour que j'attends en fait. Quand est-ce qu'à peu près on pourrait commencer à voir les travaux? Pour le moment, on est sur la phase que le ministre m'a confiée, c'est-à-dire dans une phase de recherche de terrain. On a un dialogue avec des propriétaires, on a un dialogue avec des élus. On a aujourd'hui, moi je tiens un comité de pilotage avec le cabinet du garde des Sceaux de façon très régulière. L'APIGE, qui construit pour le compte du ministère de la Justice, est en train d'étudier des propositions de terrain pour la construction de ces 3 éléments. Je reviens sur les 4 brigades de gendarmerie. Les 4 brigades de gendarmerie, elles ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dans le cadre de la loi sécurité intérieure. C'est-à-dire, c'était il y a 3 semaines. Moi, je réunis la semaine prochaine avec le général Capel qui commande les militaires, la gendarmerie à Mayotte. La semaine prochaine, on a avec les élus une réunion de travail dans laquelle on va prendre en main l'annonce du ministre, regarder avec les élus quelles sont les conditions de délinquance, comment on peut voir les choses sur la création des brigades. Voilà, le ministre l'a annoncé il y a 3 semaines, on est déjà au travail sur le sujet. J'aimerais bien que l'on parle environnement. Hier, on remettait la certification aux agriculteurs bio installés à Bandélé, mais ils ne sont pas très nombreux. On sait qu'il y a des produits phytosanitaires qui entrent sur Mayotte, des produits interdits en Europe. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un scandale sanitaire comme le chlordécone? Écoutez, j'espère que l'action que nous menons, c'est un risque. Si je suis descendu... C'est un risque aujourd'hui qu'on se retrouve avec ce qui se passe aux Antilles? Non, c'est un risque que demain, on découvre des pollutions liées à ces produits phytosanitaires qui sont utilisés aujourd'hui en partie par une agriculture informelle et qui arrivent par contrebande. Et du coup, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas plus de destruction et de contrôle de tous ces produits que l'on voit aux abords des routes, et plus de destruction de ces champs? Il y en a de façon extrêmement régulière. C'est pour ça que j'ai voulu mobiliser les services de l'État vendredi dernier. Vous nous avez suivis d'ailleurs toute la journée pour monter sur ces dossiers et effectivement pointer du doigt ce qui n'est pas perçu par une partie de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces produits phytosanitaires, le fait de cultiver dans ces conditions auprès des points de captage, le fait de ne pas gérer l'agriculture de façon raisonnée, fait peser à court et moyen terme un danger sur Mayotte. Alors, vous dites qu'il y a des contrôles, mais on n'a pas vu d'opération d'envergure de destruction. Si, vendredi, pardonnez-moi. Mais ça, c'était vendredi, monsieur le préfet, mais avant, il n'y en a pas eu de destruction de ces champs, par exemple. Mais si, alors d'abord, vous le savez pertinemment, parce qu'on vous donne les communiqués de presse. Plusieurs fois par mois, aujourd'hui, on fait des destructions de cultures illégales. C'est pas très spectaculaire. On le voit à Majimbini, sur les maniocs, sur les gens qui construisent dans les zones protégées. Mais là, je vous parle de produits maraîchers. Je vous parle de ces salades, de ces concombres, de ces tomates. On le fait. Vous savez, là aussi, qu'on a mené sur le bord de route plusieurs opérations de destruction.
On a aujourd'hui une série de contrôles de façon très régulière menés sous l'égide du CODAF ou sous l'égide de la MISA qui nous permettent de le faire et dans lesquels on saisit les produits dangereux. Alors moi aujourd'hui, dans un premier temps, j'ai souhaité qu'on mette l'accent sur les destructions de cultures illégales, mais vous voyez, vous le dites vous-même, on les voit ces destructions, hein. On a ces actions de façon importante. Sur les cultures illégales, on a une autre action qui est très importante, c'est les destructions de charbonnières. Parce que les destructions de charbonnières, elles détruisent la mangrove, elles polluent ça entraîne la pollution du lagon avec ces mêmes produits. Puis je voudrais vous dire une dernière chose. Vous savez qu'on a intercepté donc plus de 400 et détruit 400 quassia là, depuis le début de l'année. Dedans, il y a toujours des produits de contrebande et en particulier les produits phytosanitaires. Donc on en intercepte une grande partie. Dernière question, monsieur le préfet. Beaucoup de voitures sont brûlées à Mayotte le long des routes, que ce soit communales, départementales ou nationales. Et alors, je vous parle du coup des routes nationales. Pourquoi n'enlève-t-on pas ces épaves? Et on le sait que là aussi, ça pollue forcément l'environnement, ça pollue le lagon. C'est vrai, ça pollue l'environnement, ça pollue le lagon. Il n'y a pas à Mayotte de centre de traitement des véhicules usagés. Et en tout cas, les entrepreneurs qui s'étaient lancés sur le sujet ont du mal. Je réunirai, moi, dans les jours à venir, les collectivités locales qui ont un rôle à jouer dans ce domaine, les services de l'État et les concessionnaires, pour qu'on applique une politique beaucoup plus déterminée. Alors, un certain nombre de collectivités le font, avec cette difficulté qu'il n'y a pas de centre de traitement. Et donc, il va falloir, de la même façon qu'on a repris en main le dossier des déchets dangereux, avec l'affrètement d'un bateau qui a permis de déstocker les déchets dangereux et de reprendre les rotations pour l'évacuation des déchets dangereux, on va mettre en œuvre une filière de traitement de ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage, qui sont ces véhicules dangereux pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de traitement à Mayotte. Mon objectif, c'est que demain on en ait un. Merci beaucoup Thierry Suquier d'avoir été notre invité ce matin. À bientôt. À bientôt.